Hop. Salut tout le monde. Coucou. Hop. Salut à tous, Voilà. J'ai Nicolas qui est là. Bah ouais. de De retour. retour. En plus avec Ça faisait longtemps. avec un livre que je connais. J'ai le bouquin dans ma bibliothèque. C'est rare que j'ai un livre qu'on me présente un livre que j'ai déjà. C'est chouette. C'est un bon bouquin en plus. Donc c'est cool que tu traites du sujet. Donc bah écoute, je vais pas te voler ton. Je vais pas te voler ton Oh, je temps. sais Hein, très fais bien que pas tu vas me voler t'attendre. ma foire Olive à un moment ou à un Bien autre. sûr, Tu auras bien des choses sûr. à dire. Surtout sur un sujet que je connais, je vais te faire chier. Hein, voilà. Bon, vas-y, fais patate. Hein. Je le savais très bien, je me suis préparé mentalement. Donc tu peux mettre à A1 et à A2. Hop. Ce soir, on va parler du livre Et Scythe et Viking de Jean Reno. Allô, tu m'entends bien? Ouais, ouais, c'est juste que ta connexion internet est merdique. Ça saute. Vas-y, c'est pas grave. Ça va marcher. Coucou. Qui l'a coupé, c'est pas possible, putain. C'est quoi ces connexions internet de merde? Paris-Mat, merci pour le sub. Ah là là, la France. La France. L'échec d'une civilisation. Il va revenir. Ça va, heureusement, il fait ça au début. Il fait ça au début. Au pire, je vais faire la foire au livre, hein. J'ai le bouquin là, je le vois, le bouquin là-bas. Je vais faire la foire au livre, hein. Je connais le sujet aussi, hein. Non, je déconne. Enfin, si, quand même, je pourrais le faire, hein, en plus. Il va revenir, hein. Attendez, je vais mettre un petit point d'interrogation. Hop. Zut, j'avais bloqué ma soirée. Ah, il va revenir. J'espère. Ah ouais, les gens qui viennent. Il va revenir. Ah, qui va Ah, revenir. Ah. oui. Alors. Mes excuses. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'a redemandé mon mot de passe tout d'un coup pour me reconnecter. Bah Mes écoute, excuses. Alors, c'est pas grave. on va reprendre. Vas-y. On va parler ce soir du Viking et Scythe de Jean Reno, qui est un très bon livre de 250 pages et qui, comme son nom l'indique, va parler d'un moment très particulier où les Vikings, ces peuples norrois de Scandinave, avec une activité de raid, mais pas que, aussi de commerçants, ont rencontré les Scythes, donc un sujet très très particulier. Euh, Livre est très très bon, même Pépé pourra le dire. Ah, le livre est chouette, hein. Euh, Pendant longtemps, le problème, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait beaucoup de spéculation dessus. Il se trouvait autour de 100, 150 euros, justement, parce que c'est un très bon bouquin. Et bah, vu qu'il a été édité que deux, trois fois, bah, les gens qui avaient dans leur bibliothèque ne voulaient absolument pas y acheter. Cependant, les prix sont redescendus très récemment, donc ils se trouvent aux alentours de 15 euros, 14 euros. Donc n'hésitez pas à foncer et acheter juste après cette foire au livre. Il a été écrit, comme j'ai dit, par Jean Renaud, que vous avez en image, qui est historien français spécialisé sur les Vikings. Son... Surtout dans sa spécialité, c'est le mode de vie des Norrois diverses, ce qui fait qu'il est polyglotte. Il parle ancien norrois, il parle norvégien, suédois, danois, islandais, il parle dialecte des Orcades, des Shetland. Bah, bien sûr, il sait lire le langage du Danuo. C'est vraiment un des spécialistes du sujet en France avec Régis Boyer. Sauf que Régis Boyer est mort Eh malheureusement. ouais, Donc il nous payer reste, son âme, euh, Régis Boyer, l'expert. il est expert, mais Régis Boyer était beaucoup plus sur la religion Ouais. que Renaud est plus sur les modes de vie. Il va sortir ce livre en 1998, donc le livre commence à dater, mais qui reste toujours très très bon. Et à cette époque-là, les Vikings avaient quand même une image assez folklorique, très caricaturale. On les voyait tous comme des pilleurs sanguinaires qui étaient hérités des contes des moines irlandais. Donc il va essayer de briser cette image qu'ont les Vikings avec ce livre. Est-ce que tu pourrais être ça à 3? Mhm. Hop là. Allez, On hein. va définir les termes du sujet. Il y en a deux, Scythe et Viking. Je vais commencer par Scythe. Scythe est un peuple indo-européen
qui a connu un âge d'or, un peu compliqué parce qu'il était quand même assez écourté, on va dire, parce que ça s'est fait au 1er siècle avant Jésus-Christ, surtout dans ce qu'on appelle la Gaule. Cependant, si vous connaissez un peu l'histoire de la Gaule, ce fut assez écourté par les conquêtes romaines. Et on a vraiment des peuples celtes que, comme vous le voyez sur la carte, dominaient vraiment une grande part de l'Europe, avaient une forte culture, mais qui, plus l'Antiquité avance, plus ces peuples celtes vont se réduire en taille, vont perdre des territoires face à différents envahisseurs, comme j'ai dit, que ce soit romains, allemands, ou après diverses choses. Tu peux mettre à 4 dans un contexte beaucoup plus proche. On va justement avoir les derniers Celtes qui étaient restés sur les îles de Bretagne, qui vont nous intéresser dans cette foire aux livres, qui vont connaître vraiment qui vont vraiment devoir reculer face aux migrations anglo-saxonnes, qui vont vraiment les repousser vers l'ouest de plus en plus, et qui va vraiment les contraindre à un état vraiment très minoritaire. On est passé en quelques siècles des Celtes qui dominaient quasiment toute l'Europe, des éparpillements celtes aux confins d'îles, etc. Parce que c'est les seuls endroits où il n'y a pas eu de conquête. Est-ce que tu vas dire A5 ? Pourquoi les anglo-saxons n'ont pas été conquérir sur ces petites îles ou dans ces territoires ? Je vous ai mis une image d'un paysage du Pays de Galles que je trouve très beau. Mais surtout, si vous voyez ce paysage, vous pouvez comprendre pourquoi les anglo-saxons n'ont pas été. Si vous regardez la terre est très rocailleuse, elle est très pauvre en fait. C'est très dur de cultiver des choses sur ces territoires. Et c'est pour ça que les anglo-saxons n'ont pas été. C'est parce que tellement pauvres qu'il n'y a pas de raison de les conquérir en fait. Et donc les Celtes qui étaient sur ces terrains pauvres sont restés sur ces terrains pauvres, quoi. Et donc on a encore une fois des Celtes qui sont en déclin, on peut très clairement le dire. Ils sont vraiment en déclin culturel et presque civilisationnel, je pourrais dire. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ça va être un cas intéressant face aux Vikings en A6. Parce que les Vikings, eux, contrairement aux Celtes, vont être en pleine période d'expansion, comme vous pouvez voir sur la carte. On a vraiment des Vikings qui vont se répandre en partant de la Scandinavie pour aller dans toute l'Europe quasiment, quand même près des côtes parce que ce sont quand même des navigateurs. Les Norvégiens et les Danois vont plus aller vers l'ouest, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et les Suédois vont aller vers l'est, fonder ce qui va être après la Russe. Donc on va pas parler des Suédois aujourd'hui, on va juste parler des Norvégiens et des Danois, et de ce que ça a donné après. L'époque viking, ça se situe à peu près de la fin du 8e siècle au milieu du 11e siècle. Et comme vous pouvez voir sur la carte, après ils vont attaquer différents coins, que ce soit dans le nord de l'Écosse, là où il y a des Celtes, en Irlande, où ça va être très très important, on va en reparler, et une grande partie de l'Angleterre, qu'on va appeler Daneau, la loi danoise, littéralement, que je ne vais pas parler aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, c'est devenu un pays anglo-saxon et le livre va traiter plutôt des relations qui vont exister entre les Celtes et les Vikings. Donc on ne parlera pas du Danube aujourd'hui. De même, on va pas parler aussi de la Normandie parce que la Normandie n'est pas un territoire celte, mais un territoire qui est franc. Et même après, on parlera quand même des Normands, de savoir où il vient, et pareil, on prendra le Danube comme point de comparaison, mais ça va vraiment pas être le cœur de notre sujet. Tu veux pas qu'on parle des cathédrales vikings? Ah, les fameuses. Les hyperboréens. Les hyperboréens. Sur les hyperboréens. Alors ils sont plus norvégiens ou danois, les hyperboréens? Ils sont groenlandais en fait, parce que... Oh putain. Non, on ne parlerait pas de toutes ces choses. Pardon. On troll. Est-ce que tu peux mettre et à B1 Le livre que vous avez, Viking et Celtes, va se découper en deux grandes parties par Jean Reynaud. Il va y avoir 150 pages qui va se baser sur ce que vous voyez actuellement à l'écran, qui est une saga. Ici, il y a
Orkney Inga, donc il y a Saga des Orcades. Et c'est dans cette première partie de livre de 150 pages, euh, vraiment essayer de décrire une situation politique en s'appuyant sur Saga, qui est quand même quelque chose de très compliqué parce que les sagas sont des récits mythologiques qui ont été écrits au XIIIe siècle, donc c'est-à-dire plusieurs siècles plus tard. Donc il y a des choses vraies dedans, des choses fausses, et des fois il faut lire un peu entre les lignes pour Ouais. essayer de comprendre les C'est différentes choses. Donc c'est pas c'est pas si facile. facile que ça. C'est pas facile. C'est un bon support, les sagas. Les sagas sont intéressantes, hein. Moi, j'ai toutes les sagas là, dans un énorme bouquin. Et faut pas. Vous devez les utiliser avec extrême diligence parce que il y a énorme. En fait, il faut les comparer après avec l'archéologie et avec d'autres éléments qu'on a. Vous pouvez pas baser vos recherches uniquement sur les sagas. Parce qu'il y a énormément de conneries dans les sagas ou de choses brodées, on va dire ça comme ça. Et. Ouais, elles ont été écrites, ça dépend lesquelles, mais 13, 14e, et elles décrivent les événements de l'âge d'or scandinave. Donc elles ont été écrites par des érudits, parfois Et par des 400. érudits catholiques. C'est ça, 400 ans après les faits en fait. Donc il y a, il y a des faits très intéressants qu'on sait historiquement qui sont passés à certains endroits, et la saga dit l'inverse en fait. C'est. Ouais, à prendre avec des pincettes. Ouais, comme j'ai dit, ça a été écrit par des religieux catholiques qui viennent de Scandinavie. Donc, vu qu'ils sont quand même scandinaves, ils vont essayer de flatter leurs ancêtres. Donc, des fois, ils vont prendre un parti pris pour leurs ancêtres, alors que, Complètement. comme il y a dit Pépé, c'est, des fois, il y a des grandes défaites vikings qui vont Ouais, être montrées comme des héroïques victoire. victoires. Et aussi, comme j'ai dit, c'est des catholiques, donc ils vont pas. Ils ont leur propre vision du paganisme, déjà qui serait inférieur au catholicisme. Ils vont le voir avec des certaines lunettes. Par exemple, tout ce qui est Ragnarok ne va pas être très bien compris par ces chroniqueurs. Ils vont plutôt associer ça à la fin du monde catholique, prenons-le avec l'Apocalypse, alors que Ragnarok n'est pas vraiment une apocalypse dans les textes vikings. Et même aussi cette vision catholique missionnaire de se dire ah, on a réussi à convertir des païens, qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on est fort, qui est aussi à prendre vraiment avec des pincettes, mais nous en reparlerons. Donc vraiment, ce livre va avoir 150 pages sur les sagas. Il va se baser sur les sagas pour raconter une histoire militaro-politique, j'oserais dire, avec les invasions vikings, comment elles vont se passer, comment elles vont s'implanter. Et après, on a 100 pages qui vont être beaucoup plus sur le mode de vie de ces vikings et de ces Celtes, comment ils vont se mélanger, comment ils vont se métisser, et que les sagas n'en parlent pas. Et donc, Jean Reno va faire quelque chose de très novateur pour l'époque, qui est regarder ce que dit l'archéologie. Je sais que ça peut paraître bête, dit comme ça de nos jours, d'un historien qui s'intéresse à l'archéologie, mais à une certaine époque, ça ne se faisait pas. C'était deux mondes bien séparés. Les historiens s'occupaient que de ce qu'il y avait décrit, et les archéologues que ce qu'ils trouvaient dans la terre. Et Jean Reno va faire les deux, une partie en se basant sur les écrits, mais en les remettant ainsi en cause avec les traces archéologiques, et une partie purement archéologie. Est-ce que tu pourrais être à B2, s'il te plaît? L'image que vous avez, c'est une petite localité dans les Orcades où les bâtiments que vous avez à gauche, en pierre assez blanche, c'est une église qui a été fondée par un chef norrois de l'époque, Thorfinn, qui a vécu entre 1030 et 1070. C'est pour vous donner à peu près la date de la construction de l'église. Et ce que vous voyez à droite, ça va être le palais qui s'est construit, avec un grand hall pour faire des réceptions, etc. Allez, la petite mob. Est-ce que tu pourrais montrer à tout le monde où sont les Orcades avec Google Maps, parce que... Les Orcades, c'est au nord, c'est les petites îles qui sont au nord de l'Angleterre. Oui, au nord de l'Écosse. Voilà. Pour que tout le monde puisse situer. Les Orcades, c'est bon, ils savent où c'est, j'espère. Bon, je préfère que tu montres avec Google Maps pour être sûr. Putain. Je ne suis pas sûr que tout le monde sait. Attends, je vais nous trouver ça. Vas-y, continue. Vous allez voir avec Google Maps que va vous montrer Pépé, que les Orcades, c'est vraiment une porte d'entrée pour les Norvégiens, parce que c'est proche de les premières îles
où on arrive en venant de Norvège et qui sont quand même assez proches du continent, qui vont servir vraiment de base pour les premiers Norrois qui vont arriver et euh, qui est quand même assez loin des pouvoirs centraux, donc qui vont pas et qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants dessus, on va pas se mentir, donc ils vont être quand même assez faciles à conquérir et qui vont après servir de base arrière pour tout ce qui est expédition viking. Les Orcades de l'époque étaient peuplés par un peuple qu'on appelle les Pictes. Les Pictes sont un peuple à l'origine qui était pré-indo-européen, comme les Basques, donc avec une culture totalement différente et qui avait commencé en plus à s'éteindre et qui avait commencé à se métisser avec des Celtiques. Donc on est plus à cette époque sur des Pictes celtiques qui vont quand même rester sur place. Les Norrois vont laisser sur place. Ils vont se métisser avec, ils vont faire des mariages, même s'ils vont avoir une certaine vision de ces Pictes. En effet, là je vous parlais de métissage, etc. On le sait grâce à l'archéologie. Cependant, dans les sagas, on parle très très peu d'eux. Et la seule chose qui est dite sur eux, c'est que ce sont des êtres magiques qui ne peuvent pas sortir la journée parce que sinon ils perdent leur pouvoir magique jusqu'à en mourir, donc ils ne peuvent sortir que le matin et le soir. Ce qui est bien sûr quelque chose de totalement faux. C'est juste qu'en sortant, ne sortant pas la journée, t'as moins de chances de te faire voir par les bateaux vikings qui vont venir te raider, et enfin trouver ton village pour venir te raider. Donc, les Norrois ont post-rationalisé ça en disant que c'était des êtres magiques et qui vivaient dans des grottes parce que c'est comme des fées ou des farfadets. Alors que c'est absolument pas le cas. Est-ce que tu mets, il y a B3? Hop là. La B3 que vous voyez, c'est encore l'église que vous voyez au centre, qui est très proche du hall, donc on voit une volonté quand même de ces Norrois, on est au XIe siècle là, de prendre le pouvoir catholique quand même dans un premier temps pour leur intérêt, parce qu'ils comprennent que le catholicisme est un pouvoir, et donc ils voudraient ajouter ce pouvoir à leur pouvoir régalien tout simplement. Et vous avez le village en fond, vous voyez traces des maisons. Donc comme je vous ai dit, c'est Thorfinn qui a fait ça, qui était païen de base et qui se convertit au christianisme. On a même il y a Saga qui décrit qu'il y avait une relation personnelle avec le pape, qui s'envoyait des lettres et que il a demandé au pape un évêque pour cette église et qu'on lui a attribué l'évêque de Brême. Donc ça montre quand même qu'il y avait une volonté aussi du pape de faire des efforts pour essayer de convertir ces gens. Et Thorfinn a aussi pris quand même assez rapidement le pas, on va dire, parce que on n'a pas beaucoup d'écrits sur lui, de son rapport à la religion, mais son fils, qui après le succédera, avait un nom catholique, donc enfin un nom chrétien, pardon, on ne parlait pas de catholique à l'époque, un nom chrétien, et donc ça montre quand même une certaine volonté de s'assimiler aux coutumes locales chrétiennes. Ensuite, quand ils ont fait leur base aux Orcades, ils ont pu se développer, c'était une très bonne base arrière, pour après essayer d'avoir d'autres proies faciles, loin du pouvoir central, qui sont les hybrides. Est-ce que tu peux les montrer avec Google Maps, ce PP? Ils sont pareil, une archipédie qui est aussi peuplée par des Pictes. Donc ils vont prendre toutes ces hybrides en totalité, avec différents raids à certains moments. Ils ont réussi à s'installer, parce qu'encore une fois, c'est déjà que les Tercets, comme je vous ai dit, sont très pauvres. Des petits dits comme ça, c'est encore plus pauvre, il n'y a vraiment pas beaucoup de population. Donc c'est très facile de s'installer. Il n'y a pas de fortification. Et ça leur permet de se rapprocher de tout ce qui est mer d'Irlande pour, encore une fois, continuer à s'expandre vers le sud. Est-ce que tu peux être à C1? Hop là. On va parler d'un sujet très important, qui sont les comptoirs vikings en Irlande cette fois. Vous avez une carte de l'Irlande de l'époque. Je vous ai mis les points que vous avez, c'est les établissements vikings, et après vous avez le découpage politique de l'époque. Pourquoi je vous ai mis le découpage politique de l'époque? Je le voulais absolument pour une raison. C'est que quand on nous présente les vikings, les prêtres ont quand même un certain parti pris. Ils montent les vikings comme des affreux monstres qui venaient piller, alors qu'ils étaient si paisibles dans leur monastère, dans leur petite Irlande si tranquille.
Alors que c'est une vision très très biaisée en fait. Comme nous montre la carte, il y a déjà plein de royaumes qui sont constamment à guerre. Ouais, c'est Et il y a- les rois de lait irlandais, c'était pas les mecs les plus sympas, hein. Ils se foutaient sur la gueule en permanence et bah ils utilisaient les vikings comme mercenaires, hein. C'est de la bonne prise de Exactement, sang. même ça brûlait des monastères. On brûlait les Bien monastères sûr. de adversaires parce qu'il y a des richesses dedans. Donc, les moines irlandais vont présenter vraiment les Vikings comme des monstres, une image qui leur colle encore à la peau, pour deux raisons. Déjà, c'est des païens, donc si c'est pas des cathos, ils sont C'est vrai. forcément plus méchants. C'est des païens, c'est bon, ça suffit, hein, pas besoin de chercher loin. Et de deux, bah, ce sont des païens. Et c'est pour leur montrer à quel point ils étaient affreux, mais le christianisme est si grand qu'ils a réussi à les calmer, à les pacifier. Et donc, il y a quand même une volonté de missionnaires de montrer vraiment comme des bêtes horribles, mais qui ont été réussis à être apaisés par le christianisme. Et donc, il y a quand même une certaine volonté religieuse derrière, en fait. Ils se sont aussi fait péter la gueule, hein. Oui, Dublin, Dublin à son âge d'or, c'est eux qui font la police entre les roitelets d'Irlande. Et il faudra une coalition de 5 rois d'Irlande pour venir écraser les Norvégiens à Dublin, parce qu'ils foutaient un peu trop la merde des Dano-Norvégiens. Donc à un moment, les rois exact. irlandais ont dit ça suffit. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que dans la saga de Niall le Brûlé, je sais pas si tu as déjà lu la saga de Non. Niall le Brûlé, qui est la saga la plus détestée des gamins islandais parce qu'ils doivent l'étudier à l'école. Là, dans la saga de Niall le Brûlé, Niall participe à la bataille qui va opposer Dublin à tous les rois d'Irlande. Et Niall nous dit que c'est une éclatante victoire. Alors que on sait que après ça, Dublin cessera d'exister. Ils vont être convertis de force par les Irlandais. Et les rois d'Irlande vont dégager les Scandinaves, ou en tout cas les intégrer de force après cet échec. Exactement. C'est aussi ce que je voulais dire. On a quand même une vision à l'époque, et encore de nos jours, des Scandinaves qui arrivent et qui gagnent tout le temps en fait. Que c'est vraiment un rouleau compresseur qui gagne de victoire en victoire en victoire en victoire. Alors que la réalité est beaucoup plus compliquée. Tu donnes le cas de Dublin, d'Iflin, parce que c'est une ville qui a été fondée par les Norrois en 853 par un certain Oeafr et un certain Ivar. Et cet établissement en fait va quand même va être montré comme vraiment un exploit par les Norrois, vraiment leur citadelle principale est imprenable, alors que c'est faux parce que en 902, bah, ça va être déjà repris par les Irlandais. Et le petit-fils de Ivar, il va être battu par le roi de Berga et le roi de Leinster, qui va reprendre la vie. Donc ces Norrois, ils vont quand même réussir à se replier aux Hébrides et vont relancer une expédition en 919. Cependant, celui qui va reprendre, c'est pas le petit-fils d'Ivar qui a été mort entre-temps, mais c'est un certain Siggeir qui va réussir à reprendre. Donc on voit qu'il y a quand même des conflits, quoi. C'est pas les Norrois qui arrivent et qui arrivent à battre tout le monde. Des fois, ils se font repousser, ils reviennent, des fois, enfin, ils sont encore repoussés. Ils se font généralement Euh, plus souvent péter la gueule qu'autre chose d'ailleurs, hein. C'est ouais, c'est quelque ça. chose. La seule implantation réussie qu'on a de Scandinave, c'est en Normandie. À part ça, ils ont échoué partout. Ils se sont intégrés, ils ont été assimilés, mais ils ont souvent été dégagés d'un gros coup de pied dans le fion par les locaux, hein. Exactement. Euh, est-ce que tu m'as dit à C2? Parce qu'on Mhm. va, du coup, on parle encore de Dubéen. Voici une maquette qui est du musée de Dubéen, le musée historique de Dubéen, qui représente Dubéen à l'époque des Norrois. Comme je vous ai dit, bon déjà, la ville était fondée de base par des Norrois, a été repris par des Irlandais, reprise par des Norrois. En 1018, elle va se convertir au catholicisme. Les Norrois qui vont être dedans vont se convertir au catholicisme. Déjà, c'est bien pratique parce que ça permet de faire des alliances avec les autres Irlandais parce qu'ils ont quand même rechigné un peu à donner leurs filles à des païens. Et donc là, on va pouvoir... Ouais, c'est ça, on va pouvoir tisser des alliances et essayer de prendre une certaine... ouais, une certaine assise, quoi. Je sais pas si tu as enlevé la carte, sinon tu peux la remettre. Sur la carte, vous avez en dessous du Leinster, qui est un des principaux ennemis de Dubéen, le Osraige. Le Osraige, c'était le principal allié des Norrois de Dubéen. Ils vont vraiment avoir une alliance pendant plusieurs centaines d'années. Surtout parce qu'ils ont un ennemi en commun qui est le Leinster. Et donc ils vont quand même bien s'entendre. Cependant, les
Les Norrois de Dubéen vont fonder d'autres comptoirs que vous voyez, en descendant de plus en plus dans la côte. Ils vont fonder Westford, Cork, Limerick, et enfin Waterford, mais sans dire à leurs alliés de Osraige, pour des raisons qu'on ne comprend pas. Surtout que quand ils mettent un avant-poste, c'est souvent pour après aller faire des pillages dans les terres. Ce qui ne plaît pas vraiment aux Irlandais de Osraige qui vont briser alliance et qui vont, comme il a dit Pépé, rejoindre la coalition et qui va en 1075 définitivement reprendre le territoire et qui va virer le pouvoir norrois. La ville va vraiment devenir celtique, par un pouvoir celtique, même s'il va y avoir quand même une forte communauté encore de Norrois qui vont habiter dedans, qui vont encore influencer en politique, dans les grandes familles. Pour vraiment avoir une fin nette de toute influence norroise sur Dubéen, il faudra attendre 1171 avec la conquête anglo-normande de la ville, où là où on a vraiment la fin de l'influence scandinave. Mais sinon, comme je vous ai dit, ils étaient déjà reprises par les Irlandais depuis longtemps, et ils vont beaucoup plus se métisser avec des pouvoirs locaux. Et donc après, même ces Norrois qui se seront métissés avec des Irlandais vont après repartir. Mais on a quand même vraiment une politique de Dubéen vers la fin d'alliance, où même les rois de Dubéen avaient pour coutume, on va dire, de marier tous leurs fils et toutes leurs filles à des Irlandais, pour essayer d'avoir le plus grand réseau d'alliances possible, et pour essayer de s'intégrer le plus possible. Mais d'un côté, ça va un peu se retourner contre eux, parce que comme je vous ai dit, les Irlandais sont chrétiens, depuis longtemps. Ils sont pas catholiques, en plus ils sont un christianisme très particulier. Et en mariant leur fille ou leur fils à des Irlandais, ça va propager le catholicisme dans leur rang petit à petit. Parce que les Norrois n'ont pas vocation à répandre leur religion. Pour eux, c'est quand même la religion des ancêtres, en fait. Tu as en toi, ça se transmet de génération en génération. Et ils n'ont pas la volonté de s'expandre. Contrairement aux chrétiens, qui ont la volonté de convertir les autres. Donc quand tu as un chrétien dans ta famille, il va plus essayer de te convertir, etc. Donc ça aide de plus en plus. Après, les rois de Dubéen vont surtout raider en Irlande, comme je vous l'ai dit, mais aussi en face, au Pays de Galles. On a la première expédition en 850. Cependant, comme je vous ai dit, le Pays de Galles, c'est très très pauvre, donc ça va vraiment pas être beaucoup touché. Et d'autant plus que les Gallois, et après même les gens des Cornouailles, vont être très intelligents en leur disant « Ah, on est très très pauvre, on n'a aucune richesse. Par contre, regardez les Anglo-Saxons derrière, ils sont vraiment très très riches, et on vous accorde le droit de mouillage si vous allez les piller. » Donc déjà, les Gallois se protègent quand même vachement des invasions vikings, et en plus, ils demandent aux Vikings, indirectement, d'aller taper sur leurs ennemis. Donc ils ont un ennemi en commun qui sont les Anglo-Saxons, et donc ça va un peu arranger les deux. Il y a seule vraiment invasion viking qui va y avoir, ça va être sur Anglesey, qui va être dans le nord du Pays de Galles, on en reparlera après, qui va être une grande base viking. Est-ce que tu pourrais être à D1 ? On va parler un peu de la Bretagne, parce qu'aussi la Bretagne a été vraiment beaucoup touchée, cette fois-ci, par les Norrois. Le premier raid, c'est en 820, et qui va être vraiment le début de nombreuses raids par les Norrois sur la Bretagne. Même le Mont-Saint-Michel a été touché en 847. Alors très intéressant en termes de dialectique. Si vous regardez les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, en islandais, EY, ça veut dire une île. Donc là, vous avez des restes, parce que Jersey et Guernesey étaient des bases danoises. Ils les ont nommés en norrois, et il y a encore des traces de langue norroise. Ça veut dire qu'il y avait une implantation viking. Bien sûr. Jersey et Guernesey, littéralement, EY, ça veut dire une île en norrois. Donc on a encore des restes de danois dans notre langage absolument partout au niveau linguistique, des lieux-dits et compagnie. Toponymie. Ouais, même chose en Angleterre, dans le Danelaw et tout, vous retrouvez énormément de langue norroise qui a été anglicisée. On fera une partie linguistique à la fin, justement. Et la Bretagne va avoir encore un cas particulier. Comme je vous ai dit, pour les Orcades et les Hybrides, on a plus quelque chose de métissage vraiment et d'arrière-base.
De Dubé, on va plus avoir des alliances et une implantation très limitée dans certaines villes. Et à Bretagne, ça va être encore un autre cas particulier où les Vikings vont voir à Bretagne juste comme un territoire à piller, en fait. Ce qui les intéresse sur ce territoire, c'est le sel. Bah, comme encore aujourd'hui, il y a du sel de Noirmoutier, etc. Le sel de Guérande, qui est très connu. Donc le sel, qui est une richesse à l'époque, va beaucoup intéresser les Norrois pour le commerce. Et le vin, parce qu'il y a du vin en Bretagne, et c'est les deux ressources qui vont intéresser. Donc les Vikings vont surtout rester sur les îles, et vont, entre guillemets, conquérir officieusement toute la Bretagne. Ils vont virer toute la noblesse, qui vont mettre à la porte, qui vont aller hacher dans les royaumes de France. Et pareil pour tous les moines. Tous les moines vont fuir à Bretagne, à cause de tous les pillages qu'il y a. Souvent, les moines bretons qui étaient dans la campagne vont se barrer une première fois vers Nantes. Mais comme vous pouvez voir sur la carte, Nantes, c'est pas un endroit où il fait bon vivre à l'époque. Nantes a été une des villes qui a été le plus raidée en France. Donc la majorité après des moines vont même partir très très loin pour essayer de se protéger. Ils vont partir dans les Dijonais et ne vont jamais revenir. On a un trou d'histoire d'histoire bretonne de près de 50 ans. Vraiment, on a toute la noblesse, la noblesse et les moines, c'est ceux qui écrivaient. Et ils vont tous être mis dehors. Les Vikings vont vraiment casser la gueule de la noblesse locale. Et il nous manque 50 ans d'histoire bretonne sur cette période-là. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Parce qu'il n'y avait personne pour écrire. Ce qui est assez dingue quand on y pense maintenant. Exactement. Parce que contrairement au Danneau, on a vraiment une administration, et à Bretagne, ça va être vu comme une terre de pillage. Donc les Norrois vont rester sur les îles, ils vont juste venir de temps en temps récolter, piller des choses. Donc ils vont maltraiter les paysans, des choses comme ça. Mais ils vont jamais essayer de s'implanter parce que c'est pour on ne sait quelle raison, sûrement des décisions politiques du chef. On va pas essayer de s'implanter, on va juste venir de temps en temps, tout prendre, et après ils s'en vont. Et les Vikings vont même contrôler Nantes en 921. Et le problème, c'est que quand ils ont Nantes, ils peuvent remonter toute la Loire. Et ça commence à devenir très embêtant pour le royaume de France, et même pour tous les petits comtes locaux qui se voient piller. On a du mal à croire qu'ils ont pillé 3 fois Clermont, qui est quand même vachement dans les terres, tu vois. Exactement. Dès qu'il y a un fleuve, c'est bon. Dès qu'il y a un fleuve, hein, ça remonte les fleuves. Hein. Exactement. Et justement, la France est quand même très très riche à l'époque. Donc en 931, il va y avoir une grande assemblée de tous les Vikings de Bretagne, où ils vont se mettre d'accord pour monter une grande expédition en France pour essayer de piller un maximum. Et ils vont se réunir à Nantes. Les Bretons, le sachant, vont quand même essayer de se révolter. Donc on va avoir beaucoup de révoltes dans les corps d'Armor et tout. Ce qui ne va pas être fructueux, parce que du coup les Vikings vont se retourner, ils vont pas aller piller la France, mais vont plutôt aller attaquer les révoltes. Et donc les révoltes vont être totalement réprimées, et ça va être réprimé dans le sang. Mais les Norrois quand même vont commencer à s'affaiblir à cette époque, parce qu'il y a quand même un manque d'hommes avec tous les raids qu'ils ont fait en France, et avec toutes ces rébellions qu'ils ont subies. Donc on a quand même un affaiblissement de l'armée. Et donc vers 940, on n'a pas de date précise, on a une réaction, j'ai envie de dire, de tous les ennemis vikings de l'époque, où tu as les Normands et les Français qui vont essayer de remettre un droit en Bretagne juste pour dégager les Vikings, parce que on en a marre des raids vikings. Donc on va essayer de prendre la noblesse Bretagne qui s'était enfuie en France pour essayer qu'elle récupère son pays, donc en les finançant. Les Normands vont surtout être très investis dans ça, alors que c'était pourtant des alliés des Vikings de Nantes, parce qu'en fait, les Vikings de Nantes contrôlaient Cotentin à l'époque, donc la Normandie, contre Cotentin, va trahir ses alliés et remettre un roi de Bretagne. Alors sans rien d'exceptionnel que les Vikings se tapent entre eux, hein. Même entre Danois, on se fout la gueule, on se fout sur la gueule, entre Norvégiens aussi. On est utilisé en mercenaire par du roitelet local et on tabasse les copains. On sert ses intérêts. On sert ses intérêts, hein. Il n'y a aucune cohésion, comme nous on verrait de Scandinaves, on est tous Danois, pas du tout. Hein. Ces gens-là, ils n'ont aucune préférence nationale. Hein. Il faut le voir comme ça. Donc c'est pas exceptionnel de voir des Scandinaves se foutre sur la gueule. Et je sais que là, avec toutes les flèches, toutes les dates, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde.
Les Scandinaves ne seront jamais nombreux. On parle de bandes de quelques centaines de mecs. La plus grosse armée scandinave qu'on aura sur le terrain, c'est la grande armée païenne qui ira conquérir un gros morceau de l'Angleterre et qui donnera le Danelaw. Mais c'est quelques milliers de mecs maximum. Ils devaient être 2000-3000, ce qui est énorme pour l'époque. Généralement, les bandes armées scandinaves, c'est quelques centaines de mecs maximum, avec quelques bateaux, et c'est tout. Donc, voyez pas ça comme des armées de quoi que ce soit. Ce sont des brigands. Ils attaquent quand c'est faible, quand ils voient une faiblesse, ils vont attaquer. Voilà. Jamais sinon, ils vont pas faire de bataille rangée. C'est pour ça que je vous ai dit, dès qu'on va financer la noblesse de Bretagne pour qu'elle récupère son territoire, ça va se faire très rapidement. Du coup, tu mets à D2 et à D3. Les Bretons ont fêté ça en érigeant plein de croix autour de Nantes, qui c'est pour la bataille de Kemstebber. Vous avez des croix commémorant l'époque, qui sont pas très... Les croix, je les ai trouvées sur des sites communaux, des choses comme ça, parce que c'est plus quelque chose de très connu. Mais c'était des croix d'époque, pour commémorer la victoire du christianisme et de la noblesse bretonne, qui a réussi à reconquérir ces terres. Et qui se paie un peu parce que sur les terres, il n'y a plus grand-chose, vu que ça a été pillé et encore pillé. Il n'y a plus grand monde, même niveau population. On décrit qu'il y a vraiment un manque de population parce que même les gens soit se sont barrés parce qu'ils en avaient un peu marre de se faire piller, ou soit ils ont été tués au fur et à mesure. D'ailleurs, je remets la carte juste pour le fun, mais on a Bjorn Côte de Fer qui a remonté le Rhône et qui a épié la foire de Arles pendant qu'elle se tenait. Les Scandinaves ont carrément sont passés en Méditerranée et ont s'y remonté par l'autre côté. C'est une espèce de taré. Hein. Voilà, c'est juste l'anecdote. Ce sont des très bons navigateurs, ils en profitent. Ouais, un peu cinglé. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu mets à D4 et à D5 Hop. Désolé pour la D5 qui est pas en très très bonne qualité, mais c'est la seule que j'ai trouvée parce que c'est encore pas un sujet très connu. Le plus gros trésor scandinave jamais trouvé. Et on oublie qu'on pourrait se dire, ils l'ont trouvé en Norvège, tu vois, ou un truc comme ça. Dis-nous où ils l'ont trouvé, le plus gros. À l'île de Groix. À l'île de Groix. Que vous voyez sur la carte en plus, sur la D1. Parce que c'était une des bases arrières des Vikings, comme je vous ai dit. Les Vikings vont pas s'intéresser à Bretagne, ils vont pas se poser en Bretagne. Ils vont rester sur les îles, soit à Jersey, soit à Guernesey. Et sinon, dans le sud, ça va plutôt être l'île de Groix, Bailly, l'île de Noirmoutier. Et après, qui vont venir raider de temps en temps. Donc là, on a une tombe à bateau. Donc, les Norrois avaient l'habitude de mettre le corps dans un bateau, avec beaucoup de richesses. À une certaine époque, il est incinéré. À d'autres époques, il est enterré avec. Là, c'est enterré avec. Pendant très longtemps, on ne savait pas très bien à qui appartenait cette tombe, même si on voit que c'est une tombe très riche, donc c'est pas n'importe qui. Maintenant, les historiens s'accordent pour dire que c'était le chef de Nantes, donc c'est officiellement le chef de Bretagne qui a cette tombe. Et vous avez tout l'immobilier sur la photo, vous avez tout l'immobilier qui a été retrouvé avec. Donc vous pouvez voir, il y a de l'ivoire, de l'or, il y a plein d'armes. Donc c'est vraiment une tombe très très riche. Le fer est rare à l'époque, donc dès que vous voyez une tombe avec beaucoup de fer comme ça, ça veut dire que ça palpe. Et surtout, ce que vous voyez à gauche, les sortes d'ovales, d'arrondis, c'est des hombos. Les hombos, c'est la partie centrale des boucliers. Il faut voir que quand on est viking, on n'est pas forcément très fortuné. Donc la première chose que tu achètes, c'est une arme d'attaque. Et quand tu commences à être un peu riche, tu peux te permettre d'avoir une arme d'attaque, une arme offensive, une épée ou une lance, et en plus d'avoir un équipement défensif. Alors l'épée, l'épée est incroyablement rare. Hein. L'épée est incroyablement rare. Il n'y a pas de fer en Scandinavie. Oui. D'ailleurs, dans les sagas, anecdote très amusante, mais dans les sagas, on a un combat épique entre deux chefs vikings sur une colline, hein, voilà. Puis à un moment, ils s'arrêtent. Et puis ils font une pause et ils remettent leur épée droite parce que leur épée se tord parce que le fer est de très mauvaise qualité. Et ça, c'est le fer scandinave. On n'a pas encore les mines de Kiruna, donc c'est du fer de marécage. Et si vous voulez faire un beau cadeau à un Scandinave, vous lui offrez une épée. Une belle épée. Parce que même une épée d'apparat. Hein, oui, complètement. Hein. C'est une marque de noblesse. Et généralement, on se bat à la lance. Des petites haches. Exactement. Mais le fer est très très rare, donc vous pouvez pas utiliser, faire n'importe quoi. Donc
Là, le mec, il devait avoir des thunes quand même. Hein. Il y a une épée, donc c'est un Il y a une c'est épée, hein. important Il y a une belle épée. Hein. Et donc, comme j'ai dit, il y a des ombos, des protections de boucliers, il y en a 3. En tout, il y avait 20 boucliers dans sa tombe, ce qui est une extrême preuve de richesse. Un bouclier, déjà, c'était... Le pécor moyen norrois n'avait jamais de bouclier. Donc là, le fait qu'il y en ait 20, une vingtaine, bah, ça prouve une extrême richesse. Et en plus, ces ombos sont un peu particuliers parce que les archéologues ont regardé, et certains sont de production norroise, et d'autres sont de production bretonne. En effet, en fonction de comment est fait l'ombo, on voit ils ont quand même fait des commandes aux artisans locaux. Donc encore une preuve d'une certaine richesse. Purée, j'oserais dire, est-ce que tu pourrais être à E1 Hop là, le qui est Danlo. le Danlo. Comme je vous ai dit, je vais pas expliquer ce que c'est, rentrer dans les détails. Gap s'y avait déjà dit. C'est plus pour montrer encore une fois les différences qui existent. Parce que le Danlo, c'est vraiment le cas d'école qu'on sort fréquemment, où ce sont les Norrois qui arrivent à prendre possession du territoire et qui s'implantent durablement en mettant leur loi. Encore une fois, Danlo, Dan c'est danois, et Lo c'est la loi. Donc c'est le royaume où s'applique la loi danoise. Contrairement à Bretagne, bah, pendant 100 ans de domination norroise, il n'a jamais été sous des lois norroises, parce que les Norrois, ça les intéressait pas. Alors que il n'y a pas une volonté de s'implanter. Le Danlo, il y a un aspect de colonisation, même s'il n'y a pas c'est plein de roitelets hein, scandinaves qui règnent sur le Danlo, c'est pas un pouvoir central, c'est plein de petits seigneurs de guerre qui ont leur propre terre et tout ça. Des jarls. Voilà, des jarls, comme on dirait d'ailleurs jarl, J-A-R-L, donc qui est le terme de noblesse scandinave, ça a donné en anglo-saxon Earl, un comte, E-A-R-L. Donc même dans la langue anglaise, vous retrouvez les anciens titres scandinaves. Donc le Danlo, là je sais que sur la carte c'est beau, ça fait un grand territoire. Dans les faits, c'est pas comme ça. C'est que vous avez plein de petits roitelets qui ont leur terre et tout ça. Et c'est une terre assez indépendante. C'est pour ça qu'elle va être aussi facilement réintégrée par les anglo-saxons. C'est parce qu'il n'y a pas de pouvoir central en fait. Donc oui, encore une fois, faut voir vraiment les positions norroises au cas par cas. Ouais. Les Orcades, du Béarn et à Bretagne, Danlo, c'est toujours des organisations différentes parce que l'organisation va dépendre des choix du chef. Et donc, des fois, le chef va dire qu'on se métisse aux locaux, des fois qu'on va juste essayer de s'implanter, comme au Danlo, ou des fois que ça va être juste une terre de pillage, comme avec la Bretagne. Très intéressant quand le Wessex, donc le Wessex qui était le royaume anglo-saxon qui a tenu la dragée haute aux Danois, donc le Wessex va récupérer le Danlo peu à peu, et on a toutes les lois du Wessex qui étaient en danois, en danois et en vieil anglais, on va dire ça comme ça. Et il y avait dans la loi de la liberté religieuse, c'est-à-dire que vous aviez les païens et les catholiques qui à peu près se toléraient, mais la loi était écrite pour concerner les Danois, les machins, et c'est très amusant de voir les lois du Wessex quand le Danlo va être récupéré peu à peu. C'est un bel exemple d'assimilation pas trop brutal, le Danlo. Petit à petit, parce qu'il y a quand même une certaine présence locale et on veut pas des révoltes. Voilà. En fait, il y a E2. Il y a E2, c'est une statue islandaise, parce que j'ai pas trouvé mieux pour illustrer. C'est Eigi Magri, qui est un explorateur islandais, mais qui est né aux Hébrides. Il a été ensuite élevé en Irlande pendant la majorité de sa vie. Donc, comme je vous ai dit, les Norrois d'Irlande quand même vachement en contact avec les catholiques. Et Eigi Magri est officiellement chrétien. Dans les sagas, il est dit qu'il croit au Christ. Il va même fonder une maison en Islande qui va appeler Kristnest, donc la maison du Christ. Mais cependant, même s'il est chrétien, on a dans les sagas le fait que dès qu'il va prendre la mer, il va invoquer le dieu Thor pour le protéger. Ça c'est typique, hein. J'aime bien ça, c'est typique,
Ouais, on est catho, mais on croit encore quand même un petit peu, dès que ça touche, tu sais, le côté mystique, la chance et tout. Ah non, Mhm. là, on revient aux sources. Catho, mais pas Ouais, trop, il y a tu vois. vraiment c'est ça, il y a vraiment un syncrétisme des anciennes traditions norroises, de la ancienne religion norroise avec le christianisme. Le christianisme ne va pas arriver d'un coup, la personne ne va pas se convertir au christianisme, puis croire en tout le dogme chrétien. Ça va se faire sur plusieurs générations. Souvent, tu vas avoir un grand-père qui va officiellement se convertir au christianisme, mais qui va pas y connaître grand-chose. Son fils va être officiellement chrétien, mais va continuer à prier Odin, Thor de temps en temps, en fonction de ses besoins. Et après, c'est le petit-fils qui va être purement chrétien et qui va pas très bien s'y connaître en dieu norrois en fait. Donc, faut pas voir des gens qui vont se convertir brutalement au christianisme. Et puis voilà, non, il y a vraiment un syncrétisme qui se fait sur plusieurs générations pour arriver sur la situation qu'on a. Est-ce que tu as déjà E3 et à E4? Mhm. Voici un reste de croix chrétienne, donc qui est pareil sur le livre. Il va encore montrer le métissage qui va se trouver entre les Celtes et les Vikings dans les différentes peuplades. Vous avez la pierre, mais qui n'est pas très lisible, donc je vous ai mis le schéma à côté. Sur la face avant de la croix, vous avez des runes norroises, et sur le côté, vous avez de l'orgam, qui est un alphabet celtique de l'époque. Runique qui est écrit Turgrim Risticrus Tina, qui veut dire Thorgrim a élevé cette croix. Et en orgam, du coup sur le côté, il y a écrit Dentash Thorgrim, bénédiction pour Thorgrim. Et donc, on a vraiment, encore une fois, un métissage où on va élever comme il a dit tout à l'heure Pépé, des fois dans des sphères culturelles qui se touchent, on va écrire en bilingue. Parce que, pour que les deux puissent comprendre. Et même là, encore plus, on peut comprendre que les gens étaient quand même bilingues, ils comprenaient le norrois, et ils comprenaient aussi la langue celtique du coin. Et donc encore, on n'a pas des vikings qui viennent, qui vont remplacer les populations en les tuant tous. On va plutôt avoir des métissages, une entre-assimilation, je vais dire, De toute façon, et des échanges culturels. ils sont jamais assez nombreux pour remplacer qui que ce soit. Ils sont pas nombreux, les Scandinaves. Ils sont là. C'est pas une vague, des gigantesques migrations et vagues migratoires. C'est toujours quelques centaines de bonhommes. Parfois, ils viennent avec leur famille, mais s'il n'y a pas de famille, on se marie avec les locaux. Et c'est pas des mouvements de population à proprement parler. Hein. C'est ça le truc. Hein. Il y a juste un cas particulier, du coup, qui est Zorkad, on va en parler, est-ce que tu vas dire E5, qui est vraiment le seul cas où vraiment on peut dire qu'il y a vraiment une Norrois qui s'est implantée durablement et qui a remplacé la culture locale, quoi, mais qui a commencé à dominer la culture locale et à assimiler la culture locale. Je crois que Euh, c'est le seul exemple hein, qu'on ait. c'est le seul exemple, en fait. C'est le seul endroit où les Scandinaves ont grand remplacé les locaux celtes. Surtout que les Orcades, c'est un cas particulier parce que dans les sagas, c'est écrit que les Norrois se sont implantés là-bas au 8e siècle, alors qu'on a trouvé des traces archéologiques comme quoi ils étaient déjà là au 6e siècle, en fait 2 siècles auparavant. Donc encore une fois, les sagas sont pas au prendre au pied de la lettre. Donc des fois, l'archéologie contredit les sagas. Donc ici, on peut voir un cas. On a vraiment une grande influence norroise qui va se répandre et qui va ouais, c'est ça Ah bah, qui va renommer tous les lieux. Enfin, tous les lieux sont quasiment norrois, quoi. on voit Dans les orcades et avec les Hébrides et le nord de l'Écosse, hein, mais les locaux écossais n'étaient pas non plus les mecs les plus sympas. Hein. Donc il y aura des tentatives scandinaves d'invasion de l'Écosse. Ils seront systématiquement péter la gueule hein, par les Écossais. Hein. Exactement. Donc, là-bas, tous les toponymes sont en norrois, mais on va quand même faire référence au peuplade local dedans. Par exemple, la terre que vous avez en face des orcades, ça s'appelle le Pentland. Et donc, le Pent, ça veut dire les Pictes, donc le pays des Pictes. Donc, on voit déjà que c'est un point de vue norrois sur des peuples qui étaient là avant eux, mais ils se sont quand même métissés.
mais la culture norroise a pris le dessus. Pour les hébrides, qu'on vous a parlé tout à l'heure, il y a vraiment que l'île de Lewis, si tu peux la trouver sur Google Maps, Pépé, qui va être avec la plus forte concentration. Les Norrois vont vraiment se concentrer sur cette île. Donc sur les 126 villages que compte l'île, il y en a 99 qui auront un nom purement norrois et 11 qui auront un nom hybride. Et en fait, plus on va descendre dans le sud des hybrides, plus il y aura de toponymie gaélique, moins en moins de toponymie norroise. Hop là, c'est ça la ligne de Donc encore une c'est celle au nord. Donc vraiment, on voit encore une fois une différence de politique, où avec les Orcades, bah, il y a eu une politique de métissage, mais après il y a eu une domination norroise. Et les hybrides, on va plus être sur des communautés fermées. Les Norrois vont vraiment pas du tout se métisser, ils ont pas envie, encore une fois, sous le choix du chef. Ils vont rester entre eux, ils vont avoir leur île, et ils vont pas trop se métisser avec les gaéliques, et donc ça va empêcher la diffusion du norrois. Et donc il va y avoir des îles qui vont être encore purement gaéliques, même s'ils sont sous domination norroise, qui paye les impôts norrois, mais il reste gaélique. Il y a E6, s'il te plaît. La même chose avec l'Irlande. Hop là. Il y a la même chose avec l'Irlande. On a très peu de toponymies scandinaves en Irlande. Et ça va être surtout sur les côtes. Vous voyez, c'est surtout à la côte est. Vous avez beaucoup de Ford. Vous avez 3 Ford. Ford, c'est la prononciation de fjord, qui est une petite... il y a une baie, on peut dire ça. Une baie, ouais. En Islande, c'est Fjödur. Fjödur. Vous avez des Fjödur absolument partout. Le fjord de machin. Patrick's Fjödur, le fjord de Patrick. Voilà, c'est. Donc Ford, c'est en effet le fjord. D'ailleurs, regardez, Ey, E-Y, une île. Dalke, Dalke. Ça, c'est encore du norrois. Lambay, Lambay, ça a été anglicisé. Mais vous avez encore un EY, un Ey. Exactement. Très intéressant. Hein. Après, il y a E7. Mhm. On va faire un peu de toponymie, on va apprendre des noms en norrois aux gens. Ça va leur servir dans les dîners mondains. Bien sûr. Au nord-ouest de la carte, il y a Anglesey. Ah oui, encore un Encore une fois avec le l'île des EY. Angles, l'île des Angles, Anglesey. Anglesey. Après, Ang, si je me trompe pas, dans ce contexte, c'est pas Ang parce qu'il n'y avait pas d'anglais à l'époque, c'est plus je crois que c'était un nom norrois qui a été transformé. C'était. Sur cette île d'Anglesey, il y a eu Priestholm. Holm, c'est Yio. On se retrouve encore dans Stockholm. Donc c'est Yio et Priest, c'est les prêtres, parce qu'en fait, ça devait être un monastère, mais les Norrois ne devaient pas faire la différence entre prêtre et moine. Pour eux, ça devait être la même chose par méconnaissance. Donc on a Yio des prêtres, parce qu'il y a un monastère dessus, tout simplement. Au nord d'Anglesey, il y a The Skerries. Sker, c'est le récif. Donc là, vous avez le petit récif, quoi, les récifs. Ah, je vois dans le chat qu'on parle de... la vie se prononce Shison, même si on pourrait prononcer Shonsi. Si, c'est la mer. Et Shi, c'est pareil, c'est un nom scandinave. Donc la mer qui appartient à un certain Shin. Donc encore une fois, à l'ouest, vous avez encore des Grassholm, des Skottholm, qui est pareil à la façon yokai de dire Stockholm. Stock, c'est le bois, et Holm, c'est l'IO, donc l'IO boisé. Et donc on a beaucoup de... Fishguard aussi. Fish, c'est poisson, et garde, c'est... Je sais pas dire... Garde, c'est le mot qu'ils utilisaient pour dire enclos. Donc vous voyez un enclos à poisson. Si vous arrivez à voir l'image que c'est. En français, on dirait peut-être la pêcherie ou quelque chose comme ça. Et on voit où se sont implantés les Norrois, du coup. Ouais, on voit qu'ils sont restés au nord. Les mots ont été anglicisés et ont basculé en fait dans la langue anglaise pour les lieux-dits. Donc en fait, faut comprendre que si vous le prononcez, vous pouvez les prononcer à la scandinave, ça sera assez similaire en fait. Parce que les locaux ont simplement pris le nom norrois et l'ont anglicisé quoi, en le prononçant. Et donc c'est intéressant de voir où ils se sont posés par rapport au nom des lieux-dits locaux. On voit qu'ils se sont beaucoup implantés sur le sud-ouest, parce que après, on peut aller très rapidement, en longeant la côte sud, aller vers Wessex. Donc c'est très intéressant de piège, mais ils vont... Dans le Wessex, vous n'allez pas trouver
des mots danois, parce qu'ils ont jamais été occupés militairement, ils ont résisté à Ils ont jamais l'influence réussi à se danoise. poser, tout simplement. Voilà, et donc c'est vraiment. Et dans le Danlo, pareil, dans le Danlo, vous allez retrouver énormément de lieux-dits danois et compagnie. Exactement. À E8, on va finir par la Bretagne. Où on a beaucoup. Encore une fois, c'est très localisé. Et surtout, je vous ai souligné 3 mots. Il y a taraudé, il y a arvadé et angotière. Pourquoi ces 3-là? C'est parce que j'aurais pu en souligner beaucoup d'autres, mais c'est pour vous montrer, encore une fois, les noms correspondent quand même à l'usage qu'en font les Norrois. Et cette fois-ci, comme je vous ai dit, la Bretagne, c'est vraiment vu comme un coin à piller, comme un coin où juste, des fois, de temps en temps, on met des forts, des bases militaires. Taraudé, en fait, c'est Torsine. C'est Torsine D. Donc c'est le nom de quelqu'un. C'est ce qui appartient à un certain Torsine. Harvardé, c'est celui qui appartient à Harvard, qui est aussi Harvard, un prénom. qui est un prénom très commun en Islande encore. Tu trouves beaucoup de gens qui s'appellent comme ça. En Gauthière, c'est Ansgot. C'est ce qui appartient à Ansgot. On voit que là, on va pas donner des noms en fonction de ce qui se trouve sur le territoire, mais de qui ça appartient. Parce que, encore une fois, on a une division où c'est des chefs militaires qui se définissent des territoires où ils ont le droit de piller, il ne faut pas piller chez l'autre. Donc on a beaucoup de noms qui sont en rapport avec des territoires qui appartiennent à un chef de guerre. Euh, Hop là. Ok. Est-ce que tu peux mettre E9? On va parier. J'ai pas trouvé de bonne qualité de cette croix malheureusement sur internet, donc j'ai pris des photos que j'avais prises moi-même quand j'y avais été. C'est la croix du château de Carray au Pays de Galles, qui est une croix qu'on appelle communément une croix celtique. Cependant, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas une croix celtique en tant que telle, mais c'est plus une croix celto-norrois, et que ce type de croix, c'est plus un résultat du métissage qu'il va y avoir entre les Norrois et les Celtes. Donc là, s'ils érigent une croix, c'est pour des raisons qui sont chrétiens, tout simplement. Mais dans son décor, dans ce qu'il va montrer, va plutôt montrer une esthétique norroise. C'est une croix qui a été offerte par le comte local au pays, et donc à l'église. En fait, il y a E10 et à E11. Voici le décor qu'il y a sur la croix. C'est une des plus anciennes croix celto-nordiques qui existent encore à nos jours. Et on voit les décors qui sont de liens entrelacés, qui est typique des décorations norroises. Souvent sur les Yanskip, les bateaux norrois, on avait ces décorations sur les proues. Et ils ont repris sur les croix. Donc c'est quelque chose de très norrois. Mais après, on les a à but de langage appelées celtiques parce qu'elles se trouvaient en Irlande, au Pays de Galles, en Bretagne, mais ce sont des croix qui sont commandées par des Norrois, et donc on voit une certaine influence norroise dessus. On va passer au modèle en 3D. Est-ce que tu peux mettre, et à Torif, Natski, Cross, Siab? Ouais, elles sont là, c'est parti. Hop là. Alors, il y a Toriev, Naski. Naski, si je ne me trompe pas, ça veut dire serpent. Et comme vous pouvez voir dessus, vous avez des serpents. Vous avez des serpents qui s'entrelacent sur la croix. Et ça montre encore une fois... c'est une croix de Hideman, une que je ne vous ai pas très présentée, mais qui est aussi un autre terrain celtique qui se trouve au milieu de la mer d'Irlande. Et c'est une commande purement norroise où ils vont mettre les arts norrois dessus avec des serpents. Il y a proue des bateaux norrois. Et sur le côté, vous avez même des runes norroises que je ne sais pas lire, donc je ne pourrai pas vous les dire malheureusement. Vous demanderez à Gaps. Et qui a un décor purement norrois, et que beaucoup des croix ont des décors comme ça, entrelacés, soit de fibres, soit de serpents. C'est des motifs très populaires chez les Norrois, et en plus ça sert de critère de datation parce qu'ils ont
tous les, on va dire, 25 ans, ils changent leur façon de dessiner ça. Et donc ça permet de dater à croix. Elle est belle la croix, hein, Euh, putain. Elle est très très belle, c'est pour ça que j'ai prise. C'est sur le site internet du musée de Heidemann, si certains s'intéressent. Ils ont des modélisations en 3D de plein de choses. J'étais très étonné de voir ça. Du coup, je vous en fais partager. Est-ce que tu as Torvald Cross, s'il te plaît? Déjà, on peut voir un truc par rapport à son nom. C'est à croix. De Torvald, Vald, c'est la forêt. Et de Thor, bah, qui est le dieu. Donc c'est la croix de la forêt de Thor. Donc on voit déjà on a mis une croix dans un lieu qui était païen. Et c'est même ce que va nous raconter Accroix, qui est sur la couverture du livre. Sur la face avant, vous avez une grande croix sur la gauche, qui est une croix chrétienne. Et vous voyez un petit personnage avec un oiseau sur son épaule. Ah, Odin qui avait toujours ses 2 corbeaux à la con, là. Exactement, parce que l'oiseau, comme l'a dit Pépé, l'oiseau que vous voyez, c'est le corbeau, et le corbeau, c'est l'attribut d'Odin. Et donc on a Odin à côté d'une croix. On voit qu'il y a encore un syncrétisme où le dieu des catholiques est assimilé au dieu Odin. Pour eux, c'est la même personne. Pour une certaine génération de Norrois, le dieu des chrétiens et le dieu Odin, c'est la même personne. Et si on retourne à Pierre, si tu la mets de l'autre côté, on a encore la croix. Et on a un homme qui tient un marteau. C'est évidemment Thor. Et à côté de Thor, on a un petit poisson. Pour ceux qui ne savent pas, le poisson, ça se prononce Ichthus en grec ancien. Et Ichthus, c'est l'acronyme de Jésus, fils de Dieu, le sauveur. Donc on a encore une fois un syncrétisme entre Thor et Jésus. Pour eux, Thor et Jésus, c'est la même personne. Donc, encore une fois, certains, comme je vous ai dit avec l'explorateur islandais tout à l'heure, vont séparer les deux. Ils vont prier le dieu catholique et des fois Thor contextuellement, mais certains vont rapprocher les deux religions et dire que c'est un peu la même. Et c'est même une stratégie catholique, chrétienne, pardon, de l'époque, de dire « Ah, mais vous inquiétez pas, votre dieu ancestral, c'est un peu le dieu chrétien, et vous inquiétez pas. » Et ça permet de mieux convertir les populations locales. Et enfin, est-ce que tu as Grim Cross Siab? Celle-là aussi est jolie. Qui est encore le haut d'une croix que je vous montre. Où cette fois-ci, c'est pareil, une représentation qui est très norroise dans ces personnages. C'est juste parce que c'est une représentation de la Trinité en fait. Où en bas on a Jésus, qui est au centre de la croix. En haut à droite, on a Dieu, représenté en ange. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas très traditionnel. En Italie et en France, on ne va pas le représenter comme ça. Et ce qui ressemble à un poulet, en haut à gauche, c'est Saint-Esprit, c'est une colombe. Mais vous voyez que il y a une volonté de créer des ouvrages chrétiens, mais que ça se fait sous des codes norrois, et qu'on ne retrouve pas en France en fait, ou en Italie, etc. Que c'est vraiment un art chrétien très local. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Pépé? Non, t'as été très clair, je trouve. Ok, parfait. On peut passer à la conclusion. Let's go. Est-ce que tu as Z1? Alors, le problème, encore une fois, c'est que le livre est accessible, mais seulement en occasion. Donc je sais que, peut-être que vous n'avez pas envie d'acheter en occasion, je ne sais pas, mais encore une fois, si vous voulez acheter, vraiment, il vous coûte que 14 €, et il vaut largement le coup. Vraiment, c'est la Bible sur le sujet. Ouais, c'est même un des... Moi, je l'utilise encore. Très bon livre, c'est celui... Je l'utilise encore quand je guide, que j'ai besoin de dates et tout, et que je veux me remémorer des trucs, je rouvre certaines pages et tout ça. C'est un très très bon bouquin. C'est un sujet très intéressant, pas beaucoup traité. Encore une fois, quand on parle plus des Vikings, on va plus parler des Normands, du Danuo. Mais le cas des Celtes est très intéressant et très peu traité. Et je vous ai quand même choisi un autre livre de auteur qui est toujours édité, qui est la saga de Ragnar Lodbrok. Comme je vous l'ai dit, Jean Renaud, il est polyglotte, il parle quasiment toutes les langues norroises. Donc, il est très bon, il connaît les sagas par cœur sur le bout des doigts. Et donc voici la saga de Ragnar Lodbrok. Surtout qu'elle est annotée, ce qui est très intéressant. Moi, je vais dans la bibliothèque parce qu'il va vous dire quand c'est faux, quand c'est vrai.
Par exemple, la saga de Ragnar Lodbrok, elle va se finir sur une grande victoire de l'armée païenne du Danneau qui va réussir à conquérir toute l'Angleterre. Et, La farce. comme vous l'avez dit, il y a grosse farce. Alors que dans la réalité, non, c'est faux, c'est une affreuse défaite. Et que c'est les Anglais qui vont réussir à reconquérir toute Danneau en fait. Donc c'est intéressant d'avoir ce regard critique de l'historien qui peut vous dire quand c'est vrai et quand c'est faux. Surtout avec les sagas, hein, parce que les sagas, comme je dis, sont toujours à prendre avec beaucoup de pincettes. Et il faut recontextualiser et ouais, c'est intéressant les sagas. C'est chiant à lire, hein, le style d'écriture d'une saga, c'est très très plat. Il y a un côté, c'est de l'histoire, on la raconte et on met pas de bruit de flamme et tout ça. Il faut que ça reste sobre. Mais malgré la sobriété, il y a aussi pas mal de conneries dedans. Donc, Encore une fois, c'est un point de vue déjà 4 siècles, de ouais. 3-4 siècles après. Donc déjà, quand c'était transmis pendant 4 siècles, c'est normal que ça a été un peu déformé. Comme je vous dis, ils sont pas neutres, doublement pas neutres parce que ce sont des Scandinaves et ce sont des chrétiens. En fait, il y a Z2. Alors oui, moi je recommande la saga du Vinland, la vraie, hein, pas le manga, hein, qui est, pendant longtemps, on pensait que c'était une saga totalement fausse, la saga du Vinland, donc qui décrit les premières expéditions aux Amériques. Et dans les années 80, elle a été entièrement analysée par des archéologues qui ont vraiment suivi exactement ce qui est dans la saga et qui l'ont fait d'un point de vue technique, avec des bateaux et tout. Et ils se sont rendus compte que la saga est vraie, et sûrement une des sagas les plus véridiques en fait. Il y a un super bouquin qui s'appelle Millennium Saga, quelque chose comme ça, qui traite de l'analyse de comment ils ont analysé la saga pour en tirer des. Et ils ont même trouvé. C'est là où ils ont trouvé la maison qu'ils ont à la maison viking à Terre-Neuve. C'est ces mecs-là. Exactement. Surtout qu'en effet, les historiens ont toujours eu un rapport très particulier aux sagas. Il y a longtemps, il y a environ un siècle, ils prenaient toutes ces sagas au pied de la lettre, donc ça donnait des monstruosités historiques. Et après, à un moment, quand est sorti, quand il y a dit la saga du Millennium, on va dire dans les fins des années 90, au début 2000, on pensait vraiment qu'il fallait pas utiliser les sagas, tout est faux dedans, ça sert à rien de les utiliser comme source. Et c'est que très récemment qu'on commence à les réintégrer en disant c'est à nuancer, ok, il y a des choses fausses, mais il y a aussi des choses vraies. Et il faut des fois lire entre les lignes, quoi, et essayer de faire le tri, quoi. Ouais, il faut faire le tri, c'est ça le Et qui problème. est c'est quelque chose de très difficile. J'aime bien les BD, du coup je vous présente aussi une BD. Cependant, c'est la première BD que je vais vous présenter qui n'est pas vraiment historiquement totalement viable. Je vous avais présenté il y a très longtemps Les Voyages de Marcel Grob, et un peu plus récemment c'était Bright Story sur l'Asie centrale, qui était vraiment parfaite au niveau historique. Et là, c'est un peu plus nuancé, encore une fois, c'est encore un truc des sagas. Ce qu'il y a, c'est que l'auteur, Makoto Yukimura, déjà il n'est pas historien de formation, et il a dit qu'il s'était renseigné dessus et qu'il y avait vraiment eu des choses. Justement, ça se sent dans ce qui est écrit, où il y a eu les sagas, cependant il ne sait pas faire le tri. Dans ce qui est raconté, il va raconter les sagas auprès d'Yaêtre, alors que ça se vend quand même un peu historique son manga. Donc du coup, des fois on peut tiquer en lisant ça, parce que ça ne représente pas du tout la réalité, quoi. Mais c'est quand même une bonne lecture introductive si vous vous intéressez aux Vikings. Là, tu peux mettre, il y a Z3 et il y a Z4. Je vous le présente, comme vous voyez sur les images que vous montre Pépé, parce que c'est très bien dessiné quand même. Ouais, c'est très propre. C'est très très beau. C'est très très propre, on a beaucoup de personnages très charismatiques. Et le manga a quand même ses qualités, c'est un très bon divertissement. Mais encore une fois, faut pas prendre tout ce que vous voyez dedans comme au pied d'y être. C'est basé sur des personnages historiques, enfin sur des personnages de saga. Donc déjà un personnage de saga, on appelle ça des personnages semi-mythologiques. Et donc là, il va essayer de les humaniser. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Parce qu'il y a Z5 et il y a Z6. Par contre, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il s'est intéressé aux travaux archéologiques et je me suis étonné sur le manga où on voit qu'il y a eu les sagas, donc il dit beaucoup de fausseté, mais sur la vie des Norrois en tant que tel, il y a la vie des Celtes,
c'est très très intéressant et c'est très très réel en fait. On voit qu'il s'est vraiment intéressé à l'archéologie, à la pointe de l'archéologie. Et là par contre, il y a vraiment des discours très justes de comment vivaient les Norrois, que c'était pas tous. Bah, même l'agriculture chez les Norrois, un truc qu'on ne parlait pas du tout. Bah, à un moment, il va dédier plusieurs chapitres à l'agriculture chez les Norrois, qui est quelque chose d'important parce que ce sont des marchands, ce sont des pillards, mais c'est pas que ça. De base, c'est quand même bah, des agriculteurs. Et. Et même, bah, du coup, ça rejoint un peu cette histoire de foire aux livres avec les Vikings et Seth, où, bah, à un moment, ils vont aller au Pays de Galles, donc c'est quand même pour ça que je vous le présente, même si c'est que... Mais on va beaucoup plus parler du Danio, quand même, dans du Danio, et après, bien sûr, dans un lieu Vignande, vu que c'est le titre du manga. Donc, tu peux remettre à A1, Pépé. Mhm. Je vous ai présenté les civres, c'est encore une fois pour casser les mythes qu'on a sur les Vikings de pilleurs sanguinaires, de gens qui vont tuer toute la population locale pour après vivre sur leur terre. Non, c'est pas vrai. Et c'est doublement pas vrai parce que je peux même pas dire que il y a eu des politiques de cohabitation parfaite. Il faut vraiment faire du cas par cas. Le cas des Orcades n'est pas le cas des hybrides, c'est pas le cas d'Irlande, c'est pas le cas de la Bretagne. Tous les cas sont différents et il faut vraiment faire du cas par cas. Bah, pour voir ce qui s'est passé. De temps en temps, il y a des politiques d'assimilation, il y a des politiques de métissage, des fois il y a des politiques purement militaires. Mais on va avoir une diversité de possibilités, quoi. Ouais, on Et est. comme il a dit Pépé, Vas-y, pardon. ouais, comme il a dit Pépé, ouais, comme il a dit Pépé, ah, après ça a donné beaucoup de richesse culturelle avec bah, des cultures qui vont se entremélanger, mais quand même à la fin, bah, vu qu'ils étaient pas beaucoup les Norrois, ils vont quand même finir tous par se mélanger. Vu Ah qu'ils oui, sont très minoritaires, ils vont tous se faire assimiler par les peuples qu'ils ont conquis, que ce soit en Irlande, aux Hébrides, ou même en Normandie, où les Normands, à partir de une ou deux générations, bah, c'est une des Français tout génération. simplement. Une génération. En une Parce génération, qu'ils les ont pris le mecs. coche très rapidement. En une Ils génération, savaient les très mecs, bien ils sont. que Voilà, en une génération, ils sont français. Hein. T'inquiète Ils pas savaient que. très bien que pour être important dans le royaume de France, il fallait parler français, il Ouais. fallait connaître l'étiquette de la cour, donc ils le font. Voilà, Le, c'est le, purement pragmatique. le fils de Roland, donc le fils de Roland, il a un nom français, il est franc. Il va lui donner un nom de noble français. Et tu vois, direct, ça, c'est les Scandinaves qui s'assimilent, qui comprennent l'importance d'être assimilés le plus rapidement possible pour pouvoir rentrer Après, Normand, c'est dans les jeux politiques Après, du Normand, monde. c'est quand même un cas particulier parce qu'en plus, les Normands, souvent, ils présentent surtout bah, dans l'histoire normande comme des Scandinaves pure souche qui sont vraiment très. Bah, parce que c'est une fierté un peu pour régionale, mais de base, c'est des gens qui se sont barrés du béant. Donc, c'est quand même déjà des gens Ouais, moitié norrois, moitié celtiques. il y a Donc, ils des, s'y connaissent quand même un peu sur l'assimilation, quoi. il y a eu un appel d'air de réfugiés quand Dublin s'est fait péter la gueule. Donc les mecs sont allés un peu partout, quoi. La Normandie, c'est quand même une terre très riche. Je pense que c'est la terre la plus riche qu'ont conquis Mais les Norrois. avec peut-être l'ouest, l'est de l'Angleterre, qui est aussi. Exactement. Bah, ils vont s'installer. Où est le Danelaw, hein. Ils vont se poser là parce que Hmm. les terres sont extrêmement riches. Donc, ouais. Et on n'a pas de présence viking qui va s'étaler encore pendant des siècles, en fait. Ça va être des invasions, on peut dire, ou des arrivées de population, des migrations, et qui vont finir par s'éteindre parce que bah, y a plus personne en Scandinavie pour bah, continuer cette migration, et que bah, les gens vont se métisser aux populations locales. Ouais. Voilà, après, Systématiquement. ils vont bien s'entendre. Soit ils vont se faire péter, soit ils se font péter la gueule, soit ils s'assimilent. Voilà. Mais Exactement. ils disparaissent dans la faune locale, généralement en une ou deux générations. Et après, il reste plus grand chose. Il reste des croix, il reste des noms. Et voilà. Et il reste de l'ADN aussi. Hein. Il y a eu des très bonnes études ADN sur, Pour les orcades, dans les Orcades, en Irlande. On est capable d'identifier le gène scandinave. Et on voit que dans les Orcades, je crois que c'est 40% des gens qui ont ce gène scandinave, alors que sur la population de Dublin, je crois que c'est à peine 2 ou 3% qui a hmm, le gène scandinave. Donc même dans le Danio, il y a quasiment, Ouais, il y a quand même une certaine minorité. Genre près de Lyon, c'est 0%. Dans les Danio, c'est 5%, 10%. C'est pas beaucoup. Il y a quand même une présence scandinave, mais c'est pas autant que les Hébrides ou les Orcades. mhm. Les Orcades est un cas unique qui est très bien présenté dans le livre, justement. Exactement. Où on voit que, bah, il- on voit que Jean Reno est très fan de la saga des Orcades. Comme je vous ai dit, le Norrois des Orcades, c'est un Norrois bien particulier, que très peu de gens parlent, et que bah, l'auteur comprend, et c'est vraiment un vrai plus dans son livre. Donc ouais, bouquin
si vous êtes intéressé par les Vikings et que vous trouvez que la série Viking est incroyable, non, c'est de la merde, et allez lire ce bouquin plutôt. Voilà, allez lire ce bouquin, et c'est bien, Exactement. c'est très très... On est bien loin des clichés Vikings qui ont la peau dure encore aujourd'hui, hein. Ce genre de série n'aide pas, Exactement. hein, n'aide pas à comprendre les Scandinaves. C'est Euh, très caricatural. très très trop caricatural à mon goût, je trouve, justement. En fait, c'est ça les discours qu'on fait moine Irlandais pour décrire les Vikings comme des immenses barbares de 2 mètres qui lancent des rondins et qui pillent sans foi ni loi. Bah, c'est quand même devenu une figure un peu positive, j'ai envie de dire, que des gens se revendiquent en ah, ben regardez, j'ai des. Bah, comme des Normands, si vous connaissez Normands, ils vont dire ah, ben j'ai des origines vikings, Arlenius, j'ai un ancêtre de 2 mètres. Arlenius avec sa tête de fion, ah oui, moi je suis danois ou norvégien, qui me dit mais arrêtez les mecs, qu'est-ce que vous parlez Oh là 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 là. Je me suis pas trop concentré sur la culture viking norroise dans cette foreuse parce que Gab s'y avait déjà fait. Et donc là, je vous ai vraiment présenté ce cas unique où on a des Celtes qui sont vraiment en déclin. Comme je vous ai dit, qu'ils se sont fait péter la gueule pendant des siècles pendant l'Antiquité. Et il y a des Vikings en pleine expansion. On a vraiment une dialectique entre ces deux peuples qui va créer une culture propre, qui va donner des situations propres, qui sont très intéressantes à étudier, qui détruisent le mythe qu'on avait des Vikings. Ouais, très bon livre. Bon, on s'arrête là. T'as fait le tour, tu penses? Exactement. Ouais, bah écoute, c'était chouette. Très très bon sujet. Très bon sujet. Et puis, donc, ouais, moi je vous le dis, si vous êtes intéressé par le sujet, prenez le bouquin. Surtout que, ouais, là, tu m'as dit qu'il était moins cher maintenant, c'est ça? Il a été réédité? J'ai regardé à fond la forêt, il y a 14 euros. 14 euros, Occasion. bah écoutez, ça vaut le coup. Il est beau. Franchement, et c'est pas un énorme pavé, ça se laisse lire très très facilement. Il est très accessible. Il est très En fait, accessible. il est très accessible et très profond en même temps. Il est très accessible, genre il peut se lire très facilement. Franchement, il n'y a pas de mots très compliqués, etc. Mhm. Et à la fin, il y a 25 pages de généalogie de tous les rois du Danemark, de Ouais. France, des Orcades. Donc si vous voulez creuser, en plus, ça permet de creuser parce qu'il est vraiment très précis par moment. Mais il se laisse très facilement lire. Encore, on parlait de Feu Régis Boyer, les livres de Régis Boyer sont pas faciles du tout à lire. Encore Contrairement à Régis Boyer, où c'est très dur, et là c'est très simple. Régis Boyer, je J'ai pète du encore Régis des... Boyer dans la bibliothèque, je meurs. Je pète des plombs, Régis Boyer, je suis là, putain, je comprends un mot sur deux. Je Là, lis là, les c'est- Edda poétiques, Oh, j'ai putain. mal à la tête. Là, c'est très très abordable. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Juste pour répondre à Paris Maths, Vas-y. pour ma prochaine Foroï, je vais essayer de faire une Foroï sur l'Antiquité parce qu'il n'y en a pas assez, donc il faut que je trouve un sujet. Peut-être économie dans le monde romain, Oh, ça quelque chose serait comme ça peut passionnant, être ça. très intéressant. Ça serait passionnant, ça. On se rend pas compte de l'importance de l'économie chez les Romains. Et les marchands romains, s'ils connaissent aussi bien la Gaule, c'est que ils sont déjà partout à faire du commerce dans le coin. C'est ouais. Bon, c'est pas le sujet. Bah écoute, merci beaucoup et Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était N'hésitez fun. pas à poser des questions en commentaire. Ouais, Enfin, et bah, merci à vous. si tu veux revenir à l'occasion, bah, tu sais comment me contacter, hein, comme d'hab. Hein. Exactement. Tu connais la routine. Hein. Bah, merci beaucoup, c'était très chouette. Allez, ciao, ciao, mec, passe une bonne soirée. Salut. Salut à tous! Grand merci à Nicolas pour sa foire. Demain, je ferai du Empire en début de journée. Après ça, on aura une minute géopolitique avec Nighty. Moi, je parlerai de Starlink. C'est pas la minute spatiale, mais l'importance de Starlink, l'importance qu'a pris Starlink récemment et la mauvaise presse qu'on lui a fait. Je vais aller défendre un petit peu Starlink. Et aussi, Nighty parlera de la marine indienne. Et en soirée, avec la Vipère à 21h, on lancera le run Darkest Tower avec le Japon. Voilà. Merci encore à Nicolas pour sa foire. Et puis, on vous dit à ciao ciao. Allez, salut tout le monde, bye bye.